Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord commencer par remercier M. Pierre Rosenberg de l'Académie française de m'avoir invité à participer à ce cycle qui fait honneur au grand siècle. Je voudrais également remercier l'Institut de se préoccuper, en ce début du XXIe siècle, de l'histoire de l'art, une discipline, une expérience partagée qui crée du lien civique, qui peut rassembler une communauté multiple, mais qui est malheureusement pas enseignée dans les collèges ni dans les lycées. Revenons au XVIIe siècle, si vous voulez bien, à la naissance de cette discipline et de ses pratiques. André Félibien est surtout connu pour ce qui a été considéré comme un fondement de la doctrine académique, la hiérarchie des genres, instaurant la primauté de la peinture d'histoire. Autant dire qu'il est de nos jours beaucoup critiqué. Chez les historiens de l'art, Félibien est plus cité dans ce que l'on considère comme son texte le plus utile, ses entretiens sur les vies et les ouvrages des plus excellents peintres, 5 volumes édités entre 1666 et 1688, rassemblant 10 entretiens. Il constitue une source irremplaçable pour la peinture italienne et surtout française du XVIIe siècle, avec les premières vies de Vouet ou de Champaigne, les peintres de Richelieu, mais aussi de Le Sueur ou de Poussin, les fondateurs de ce que l'on a appelé l'école française. Comme les Vitae de Vasari, publiées en 1550 puis en 1568, cette première histoire de la peinture de l'Antiquité au XVIIe siècle s'appuie sur les biographies. Son principe n'est donc pas considéré comme très original. Les entretiens seront suivis, tout juste 10 ans après leur publication, d'un texte beaucoup plus court, plus pratique et plus efficace de Roger de Pile, l'abrégé de la vie des peintres, avec des réflexions sur leurs ouvrages, et un traité du peintre parfait, et de la connaissance des dessins, et de l'utilité des estampes. Autant dire que les entretiens de Félibien furent rapidement réduits au statut de source, ou uniquement le plaidoyer partial en faveur de Poussin, la seule partie du texte qui sera d'ailleurs rééditée au XXe siècle. Cette conférence ne se veut pas une réhabilitation des entretiens, mais une tentative de comprendre les enjeux du texte, pour son auteur, pour ses lecteurs du XVIIe siècle, et pour nous aussi, ses lecteurs du XXIe siècle. La carrière et le parcours intellectuel de Félibien ont déjà été très bien retracés par Stéphane Germer dans un ouvrage qui a attendu presque 20 ans pour bénéficier d'une traduction en français. Notre étude, en se concentrant sur les entretiens, vise à montrer comment un lettré lié à la monarchie, qui a appris quelques rudiments de peinture auprès de Poussin lors d'un séjour à Rome, peut envisager de rédiger une histoire de la peinture, le pourquoi et le comment de son texte, en abordant successivement la place de l'ouvrage, de la carrière de Félibien, la nouvelle peinture qu'il célèbre, les enjeux intellectuels du récit et les modes du discours. Pour débuter ce bref temps sur la vie de Félibien, commençons par un portrait. Non le tableau anonyme conservé à Chartres, mais un témoignage plus officiel, la gravure publiée au décès de l'auteur. Elle nous donne plusieurs pistes, à la fois sur l'ascension sociale et culturelle de Félibien, un personnage sans particules, mais qui se représente, à ses yeux, au regard des autres, comme noble, écuyer et sieur des Avaux et de Javersi, faisant partie de l'administration des arts de Louis XIV, garde des antiques de Sa Majesté, membre de l'Académie des inscriptions, celle en charge de la gloire du roi, et proche des artistes, puisque la gravure dérive d'un tableau peint par Lebrun. Aucun livre, pas d'écritoire, mais un homme élégant, habillé à la mode avec retenue, dans son habit de couleur noire. Félibien est né à Chartres en 1619, la même année que Colbert et Lebrun, et son père, nouvellement installé dans la ville, en devient des 8 échevins en 1644. La même année, André Félibien, âgé de 15 ans, monte à Paris, où il sut gagner la protection du secrétaire perpétuel de l'Académie française, Valentin Conrart, et ses lettres familières à Félibien furent publiées peu après sa mort en 1681. De 1647 à 1649, il est à Rome comme secrétaire d'ambassade et rencontre alors Poussin, auprès de qui il apprend les rudiments de la peinture. À son retour, il fait un beau mariage dans sa ville natale, achète une propriété avec titre de noblesse,
mais hésite encore sur son activité. Il traduit aussi bien un texte sur la disgrâce d'Olivares, 1650, que le traité de Léonard de Vinci, sans doute sur les conseils de Poussin. Comme pour beaucoup d'autres hommes de sa génération, c'est l'intégration dans le cercle de Fouquet qui va lancer sa carrière. Il rencontre Madeleine de Scudéry, Charles Lebrun, mais surtout, il apprend à célébrer comment les arts peuvent rendre hommage au pouvoir. Relation des magnificences du 7 août 1661. À Vaud, il est certainement très proche des artistes, et déjà les conseille. Sa longue description, dans les entretiens, d'un projet envoyé par Bourdon en Suède pour peindre un décor à la gloire du roi Gustave Adolphe, fait naturellement penser à la peinture de la coupole du Grand Salon de Vaud. Après la chute du surintendant, il se retire dans ses terres, mais en 1663, Colbert lui demande d'employer sa plume au service du roi. Félibien écrira alors plusieurs panégyriques à la gloire du roi Soleil, à travers des descriptions de tableaux, les reines de Perse au pied d'Alexandre, tableau du cabinet du roi, 763, d'œuvres plus fondamentales, description de la grotte de Versailles, 770, ou de fêtes royales, les divertissements de Versailles donnés par le roi à toute sa cour, 1674. Dans ces descriptions d'œuvres d'art, Félibien commence à mettre en place non seulement une théorie de l'ekphrasis, mais une véritable théorie de la peinture. Ce lien avec les arts et le pouvoir le conduit à être nommé secrétaire de l'Académie royale de peinture et de sculpture, alors en pleine réorganisation par Colbert, et à en éditer les premières conférences faites au sein de l'Académie en 1667, toujours à la demande du surintendant. On a vu qu'il en rédigeait la préface et qu'il en faisait un texte théorique important. Cette publication sur 7 tableaux de la collection royale est importante aux yeux de Félibien. Il fait précéder les 2 conférences sur une œuvre de Poussin, La Manne, le Christ guérissant l'aveugle de Jéricho, d'un texte sien, une ekphrasis. Une copie qui, bien que très imparfaite, ne laissera pas de servir à l'intelligence des choses. Une description raisonnée et moderne, comme le montre la mention en premier des dimensions du tableau, ou une analyse plan par plan de l'œuvre au mépris de l'histoire. Je cite, « Sur la même ligne et de l'autre côté, à la gauche du tableau, paraît une femme qui tourne le dos. » Cette publication l'a sans doute brouillé avec les académiciens et avec Lebrun. Mais en 1666, Félibien était devenu historiographe du roi. Il participe ainsi aux travaux de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Il en devient membre officiel en 1683 et nommé secrétaire de l'Académie royale d'architecture nouvellement fondée en 1671 et en 1673, conservateur du cabinet des antiquités. En quelque sorte, un officier modèle de l'état culturel. Car dans toutes ces tâches, il publia son monumental ouvrage, Mémoire pour servir à l'histoire des maisons royales, dut l'occuper de plus en plus à partir de 1670 et l'éloigner de Paris pour des recherches documentaires. De toute façon, sa mise à l'écart de l'Académie le força à réfléchir un peu plus sur les vertus du désert et à prendre ses distances par rapport à Lebrun, qui s'affirmait de plus en plus comme un artiste qui voulait supplanter Poussin. À partir de 1668, Félibien n'écrit plus aucun texte sur les œuvres de Lebrun. Il en avait écrit 4 entre 1663 et 1667, célébrant la diversité des talents du premier peintre du roi, aussi bien dans les tableaux de chevalet que dans les tapisseries. Mais il publie coup sur coup, entre 1670 et 1673, 3 ouvrages de dévotion. Le château intérieur, la description de l'abbaye de la Trappe, la vie du pape Pie V Gizigéri. Et c'est d'ailleurs dans le lieu emblématique du fort intérieur, le cabinet, entouré de ses propres livres et de ses manuscrits, que Félibien établit la vie de Poussin, loin du palais du Louvre, où pourtant Louis XIV avait, dès 1661, assemblé la plus grande collection de Poussin, contribuant ainsi, de manière décisive, à faire de Poussin un peintre de même importance que Raphaël. Faire de Poussin un artiste aussi important que Raphaël, c'était bien changer le récit de l'histoire de la peinture. C'était établir la France du XVIIe siècle comme la terre d'élection des arts. C'était rompre avec une tradition
qui faisait de l'Italie la patrie des beaux-arts, une tradition établie depuis presque maintenant 2 siècles, et que même le mécénat de François Ier à Fontainebleau n'avait pas réussi à effacer. C'était aussi inscrire les beaux-arts dans la politique culturelle de la monarchie, qui voulait que la France devint la première puissance, non seulement dans les armes, dans la production économique, mais aussi dans les lettres et les arts. Au fondement des entretiens, il y a une conjonction de volonté, comme le montrent bien les 2 épitextes. La dédicace de Colbert, à Colbert, la préface de Félibien. La monarchie veut composer une nouvelle histoire de la peinture, non seulement en français, mais illustrant les progrès des arts en France durant le grand siècle. Félibien souhaite rédiger une autre histoire de la peinture que celle de Vasari, aboutissant à remplacer Michel-Ange par Poussin. Dans la fin de la préface, Félibien avoue qu'à l'origine de son propre texte est la conjugaison du désir de, je cite, « parler avec éloge d'un peintre français qui était l'honneur et la gloire de notre nation, et qu'on peut dire avoir enlevé toute la science de la peinture, comme d'entre les bras de la Grèce et de l'Italie, pour l'apporter en France, où les plus hautes sciences et les plus beaux arts semblent s'être aujourd'hui retirés, et que l'estime de notre grand monarque a pour les ouvrages de ce fameux peintre, et pour ceux de tous les maîtres les plus savants, une de choses qui a le plus contribué à me faire écrire sur cette matière. Les changements de titre de Félibien pour cet ouvrage mettent en évidence l'apparition d'une nouvelle peinture, par leur formulation et par leur contenu. 1660, de l'origine de la peinture et des plus excellents peintres d'Antiquité. 1663, traité de l'origine de la peinture et des plus excellents peintres anciens et modernes. 1666, entretien sur les vies et les ouvrages des plus excellents peintres anciens et modernes. On est passé de l'antique au moderne, du schéma ancien de recueil de biographie à un livre moderne qui parle autant des œuvres que des vies, de la nécessité de l'excellence, permettant de faire un ouvrage utile et non un livre de peintre visant à tout rassembler sans critère de choix. Or, cette nouvelle peinture, celle propre au grand siècle, occupe près des 2/3 de l'ouvrage. À partir d'entretien 6, qui est l'occasion de discourir sur Annibal Carrache, notamment à partir de la réplique modernisée de la Galerie Farnèse de la version copiée et Tuileries, que vous avez à l'écran, Félibien traite des artistes du XVIIe siècle. Comme il ne parle que de peintres décédés, son grand siècle se réduit aux artistes actifs entre 1600 et 1670 environ, laissant de côté Lebrun et Mignard, mais aussi Luca Giordano, Carlo Maratti ou Caspar Netscher, pourtant collectionnés par Comte III de Médicis et Guillaume III d'Angleterre. Tous les progrès des arts au XIVe et XVe siècle, qui occupaient presque la moitié de l'ouvrage de Vasari, sont expédiés en la moitié d'entretien. Et le long XVIe siècle, avec Raphaël, Michel-Ange, Titien, réduit à un peu plus de 3 entretiens sur 10. Et encore, au sein de celui-ci, un bouleversement est opéré. Jules Romain devient ainsi plus important que Michel-Ange, en tant qu'exemple réussi d'un artiste qui peint pour la cour. De plus, ce XVIIe siècle marque tous les entretiens, car ces problématiques propres, le dessin, le costume, la convenance, sont longuement abordées dans les vies d'artistes du XVIe siècle, respectivement Michel-Ange, Jules Romain et Raphaël. Enfin, dans le parallèle entre peinture ancienne et peinture moderne, clairement affiché dans les titres, met en valeur les artistes les plus récents, ceux du temps de Louis XIV. Or, dans ce nouveau siècle, qui n'est pas encore achevé, la peinture est une chose française. Chaque biographie de grand peintre se termine par une liste d'œuvres présentes en France, et ce développement occupe 1/5 des pages consacrées à Raphaël. L'art de peindre est également devenu résolument français. Félibien traite à 2 reprises des peintres d'Henri IV. Une première fois, au milieu d'entretien 5, en leur confiant la tâche d'assurer la transition entre le XVIe et le XVIIe siècle. Une seconde fois, à la fin d'entretien 6, après Annibal Carrache, pour démontrer que la peinture passe de l'Italie
à la France. À partir d'entretien 7, qui commence avec Callot et Vouet, le discours est structuré d'un point de vue national. Rubens, Van Dyck, Guy d'Orény, dominicains sont traités comme des apartés au sein d'un récit français, et les liens qui les relient à la couronne sont amplifiés. De Rubens ne sont décrits longuement que les toiles peintes pour Marie de Médicis, qui forment la galerie du Luxembourg. Pierre de Cortone n'est traité qu'en passant, au début de l'entretien 9, après Poussin, comme s'il fallait remédier à un oubli. En revanche, la longue description du projet de Bourdon d'une apothéose de Gustave II, le Lion du Nord, pour un palais royal en Suède, semble bien être le signe tangible d'une inversion par rapport au temps de François Ier et de Primatis, et d'un art français conquérant l'Europe. De même, les funérailles du chancelier Séguier sont l'occasion de montrer que le Paris des Bourbons supplante la Florence des Médicis dans l'invention des allégories, l'invention de décors de triomphe, fustiles de la mort, et de sculptures de carton pâte. Cette primauté de l'art français se manifeste également dans la partie intellectuelle comme pratique de l'art. Toute la seconde moitié de l'entretien sur Poussin démontre comment le peintre français excelle dans le dessin, la convenance, et atteint un idéal de beauté raisonnée. Mais Félibien a garde de ne pas oublier la prédominance de la France dans les techniques et les supports. Le dessin, un objet théorique et une pratique, est passé de Michel-Ange à Poussin ou à Nicolas Mignard. La peinture à l'huile, technique opposée à la fresque italienne et spécifiquement française, permet à la fois plus de force et de tendresse. Enfin, la gravure, dont les possibilités et la pratique s'étaient démultipliées au XVIIe siècle, devient un art spécifiquement français, avec Callot et Sylvestre, qui l'emportent de loin sur Tempesta, lequel ne sait qu'illustrer des histoires. Cette affirmation d'une peinture française est manifeste dans tous les lieux de l'art, ainsi que le fait voir l'index du dernier tome, le tome 5. Le tableau d'hôtel, avec le Sieur et Champaigne, le tableau de Chevalet, avec Poussin ou Nicolas Loire, le décor de Palais Royal, avec Philippe de Champaigne et Nicolas Mignard, aux Tuileries ou à Vincennes, mais aussi les voûtes, illustrant une gloire, avec Bourdon. Dans tous les lieux, et naturellement dans tous les genres. Peinture d'histoire, avec le Sieur, Nicolas Loire ou Mignard, mais aussi portrait, avec les frères Beaubrun ou Champaigne, paysage, avec Poussin, scène de genre, avec les plaisirs champêtres de Jacques Stella. Cette hégémonie française se manifeste dans une ville, la capitale du royaume, et se concentre dans une institution créée par le roi, l'Académie. Le dernier entretien se confond avec une suite de biographies des académiciens décédés, et cette liste montre la force d'attractivité de la Fondation royale. Après Philippe de Champaigne, arraché à Bruxelles et qui a arrêté son voyage italien sur les bords de la Seine, viennent Mathieu, Anglois de nation, Georges Charmeton, de Lyon, Balthazar Marcy, de Cambrai, Berthollet Flémal, de Liège, et un peu plus loin Lefebvre, dit de Venise, parce qu'il était de réputation dans cette ville. Ces mêmes pages illustrent la force du principe du dessin. Ils sont cités, on l'a vu, Balthazar Marcy et un dessinateur, Henri Gisset, qui, je cite, « bien qu'il ne fût pas peintre, il était toutefois du corps de l'Académie, parce qu'il dessinait assez bien et avait la charge de dessinateur ordinaire des ballets du roi. » À nouvelle peinture, nouveau récit dans son contenu. À la différence de tous les récits précédents, celui de Vasari ou celui de Ridolfi, qui se limite à Venise, et même celui de Bellori, plus tardif, 1672, se concentrant sur l'artiste romain du XVIIe siècle, même si ambition européenne, le contenu des entretiens est volontairement universel. Il embrasse l'Antiquité et les temps modernes, touche tous les pays d'Europe, de Londres à Rome, d'Amsterdam à Madrid. Paris n'est pas seulement le centre de cette nouvelle cartographie. Il est le point de départ de cette histoire universelle,
avec l'exemple de Villard de Honnecourt, nommé premier dessinateur, son point d'aboutissement avec Poussin, mais surtout son cœur, le lieu où elle s'écrit. Car Félibien profite de la formidable centralisation des pouvoirs, des réseaux que la monarchie française a mis en place au profit de sa capitale. Vasari avait conçu l'idée de ses vités à Rome, aux côtés du cardinal Farnèse et de ses lettrés. Il les avait écrites à Florence, près des Médicis, après avoir pu rencontrer Jules Romain à Mantoue pour voir ses œuvres et obtenir des renseignements sur Raphaël. Après un séjour à Venise, en 1566, il est amené à modifier une grande partie de son texte et à donner plus d'importance à Titien. Tout le récit de Félibien s'est construit entre Chartres et Vaux-le-Vicomte, dans un rayon d'une journée à cheval de Paris. Il fut pensé entre le Louvre, les Tuileries et Saint-Cloud, et a été rédigé au cœur de Paris, rue de Richelieu, dans le cabinet de Félibien. Fort de ses relations et de ses positions, Félibien a réussi à mobiliser les réseaux d'échange de la République des Lettres, de circulation d'informations entre savants, pour concentrer un capital de connaissances jamais accumulé. Il acquiert tout de suite les Vitae de Bellori, 1672, et la Felsina Beatrice de Malvasia, 1678, qu'il annote et peut citer respectivement dans ses volumes de 1679 et 1685. Il obtient des renseignements sur Poussin, en provenance de Rome et de Beaune. Il a accès à la maquette envoyée par Bernin pour le Louvre, au compte des bâtiments du roi, pour dresser la liste des artistes travaillant à Fontainebleau sous François Ier, accès aux lettres de Poussin, copieusement conservées Chanteloup et Stella, et aux manuscrits inédits de Chapelain sur la lecture des ouvrages des anciens. Il sait aussi profiter de la position dominante de Paris. Il obtient d'Isaac Bullard des traductions d'Ilschilder-Buch de Karel van Mander écrits en flamand, et s'arroge même des passages entiers des biographies des peintres nordiques rédigées par Isaac Bullard pour son Académie des sciences et des arts, qui tarde à paraître, au point que le fils de ce dernier se plaint de plagiat. L'essor des collections parisiennes, mieux connues grâce aux travaux d'Antoine Schnapper, et dans lesquelles le rôle des étrangers, avec Yabark ou Particelli, ne doit pas être sous-évalué, le marché de l'art, le développement du cabinet du roi, qui entre 1661 et 1688 passe d'une vingtaine de peintures à plus de 400, fait de la ville des bords de Seine un musée européen. Dans l'hôtel du financier Yabar, Félibien a pu étudier, comprendre la technique des dessins de Raphaël et le fonctionnement de l'atelier du maître romain. Dans le palais de Luxembourg, il a appris à regarder Rubens. Dans le cabinet du roi, aux Tuileries, il a considéré longuement la mort de la Vierge de Caravage, nouvellement arrivée, et a dû reconnaître, je cite, « son entente de couleurs et de lumière aussi savante qu'aucun peintre », un point auquel sans doute il n'avait guère été sensible lorsqu'à Rome, il regardait les tableaux avec Poussin pour guide. L'accumulation de tableaux, la perspective comparatiste fait voir autrement. Si par hasard, pour un artiste, il n'y a pas de tableau disponible à Paris, ou si Félibien doit aider sa mémoire pour les tableaux vus à Rome, les estampes sont là, produites en grand nombre à Paris ou amassées dans la capitale. Par exemple, chez l'abbé de Marolles, cité dans les entretiens. Le souvenir des loges de Raphaël fut activé par les gravures de Chaperon, que Félibien mentionne explicitement, tandis que les peintures murales de Roger van der Weyden, illustrant la justice de Trajan à l'hôtel de ville de Bruxelles, ne furent probablement connues que grâce à un dessin ancien, encore conservé au cabinet des estampes à Paris. L'universalisme des entretiens, chronologique, avec l'introduction de la peinture antique, qui avait fait l'objet jusqu'alors d'études toujours rigoureusement séparées, avec Junius ou Carlo Datti, et géographique, fonctionne à double sens. Il est d'abord un biais pour réduire la part de l'Italie, pour montrer physiquement, au fil des pages, dans un ouvrage imprimé, combien Paris a réussi à attirer tout ce qu'il y a de plus beau en Italie et de proposer une autre cartographie de l'art. Florence et Rome constituaient plus des 3/4 de l'histoire de la peinture selon Vasari et en étaient incontestablement les capitales.
les deux villes ne forment plus qu'à peine 2/10 du récit et sont réduites à l'état de simple cité. L'Italie égalait presque la totalité de l'espace de l'histoire de l'art selon Vasari. Elle ne représente plus qu'un tiers chez Félibien. Rome est encore centrale et incontournable selon Bellori en 1672. Elle n'est plus qu'une ville satellite que Paris éclaire selon la devise du roi Soleil en 1688. Cet universalisme est aussi un moyen d'affirmer l'expansion française, de montrer la supériorité de la langue française, qui devait encore emprunter des termes à l'italien pour parler d'art en 1660, la domination d'un discours produit par la monarchie française sur tous les lieux du savoir, sur tous les temps de l'art, sur toutes les expressions artistiques. Ce n'est pas pour rien que Philibien commence son récit par le Louvre, soit par l'architecture, et cite parmi les académiciens les Marcy des sculpteurs flamands. Même réduit aux vies et aux ouvrages des plus excellents peintres, le récit de Philibien couvre tous les champs de l'art, affirmant, aussi bien en peinture, sculpture ou architecture, la prééminence de Paris. Cependant, ces passages sur Van Eyck ou Holbein, sur Titien ou Rubens, ne sont pas qu'une marque de centralisation du discours par une savante mise en récit, ni simplement une stratégie d'appropriation. Ils témoignent d'une réelle curiosité de la part de Philibien homme pour d'autres écoles de peinture, jusqu'alors peu considérées, ou d'autres moyens d'expression plastique. Philibien peine au début à reconnaître le talent de Callot et, privilégiant le point de vue du peintre d'histoire, lui préfère d'abord Tempesta. Mais finalement, il consacre un nombre de pages à Callot 10 fois plus important qu'à Tempesta graveur et reconnaît son art propre à la gravure. Outre sa belle manière de graver, il disposait agréablement ses figures, et quelque grande que fût la disposition d'un sujet, elles étaient toutes si bien ordonnées, et le grand nombre ne causait aucune confusion. Le paysage est non seulement un genre qui sous-tend avec le coloris tout l'entretien 5, un des seuls à comporter des illustrations, pour justement montrer comment peindre les reflets dans une étendue de vue, mais Philibien montre aussi, de manière très concrète, son intérêt pour le rendu de la nature et le jeu de la couleur. Il indique ainsi qu'il a fait faire une copie par un peintre spécialisé plutôt dans le coloris, du Fresnoy, de la Bacchanale, commencée par Bellini et achevée par Giorgione. Philibien cherche réellement à comprendre le coloris, et s'abandonne à une analyse savante des couleurs qui avancent et de celles qui reculent, dans les couleurs chaudes et froides, à propos du Bacchus et Ariane de Titien. Les portraits de Van Dyck, reconnus comme insurpassables, sont l'occasion d'un discours sur les formes du visage. Alors que l'interlocuteur de Philibien critique la manière de Rembrandt, où toutes les teintes sont séparées et les coups de pinceau marqués d'une épaisseur de couleur si extraordinaire qu'un visage paraît avoir quelque chose d'affreux, Philibien prend au contraire la défense du peintre hollandais, affirmant, plus de 50 ans avant Diderot, que tout n'est qu'affaire de distance dans la magie de la touche. Il a si bien placé les teintes et les demi-teintes les unes auprès des autres, et si bien entendu les lumières et les ombres, que ce qu'il a peint, d'une manière grossière, et qui même ne semble souvent qu'ébauché, ne laisse pas de réussir lorsque, comme je vous ai dit, on n'en est pas trop près. L'entretien 8, entièrement consacré à Poussin, devait à l'origine couronner l'ouvrage, et même si Philibien sait qu'il faudra 2 entretiens suivants, il le construit de manière absolue, sans lien avec les autres entretiens, comme une leçon de vie et de peinture. L'exordium de l'entretien, ce qu'un célèbre orateur a dit autrefois, que dans tous les arts il n'y en a point, où il est paru si peu de grands hommes que dans l'éloquence, se peut dire aussi de la peinture. Cet exordium laisse entendre tout de suite le niveau du discours, qui s'énonce dans le secret du cabinet, loin des oreilles du roi et de l'Académie. Dans cet entretien, Philibien casse le rythme normal des biographies, en la structurant
en 2 parties. La vie exemplaire du peintre, l'art de peinture, à travers l'exemple de Poussin. La seconde faisant d'ailleurs un peu plus de pages, une centaine, que la vie, 80 pages. Et il assure une transition entre les 2 parties par un texte de Poussin, ses Maximes sur la peinture, livré dans une de ses dernières lettres, en mars 1665, un testament artistique en quelque sorte. On voit tout de suite la distinction avec la vie de Michel-Ange par Vasari. Ce dernier respectait le fil chronologique de la biographie, en insérant des commentaires sur les œuvres au moment de leur réalisation. Félibien dresse une statue de l'homme, exemple du sage lettré, puis du peintre. Dans la première partie, on peut distinguer 3 moments. Une formation sans maître, qui se continue même à Rome, permettant l'universalité de son génie. La reconnaissance royale, qui commence avec les bacchanales Richelieu et se termine par une longue apologie des travaux de Poussin à la Grande Galerie du Louvre, et ce qu'il faut appeler, bon gré mal gré, les années parisiennes de Poussin, même s'il vit à Rome. Félibien, en effet, dresse, à partir de 1648, une liste année par année des tableaux faits par Poussin pour ses collectionneurs parisiens, et montre ainsi son cercle de dévots s'élargir de Chanteloup à Pointel, puis au duc de Richelieu, en citant les tableaux qui étaient visibles à Paris, chez le roi ou chez les particuliers. Face à Bellori, qui avait voulu romaniser Poussin, Félibien a fait de Poussin définitivement un peintre français. La seconde partie s'articule en 3 temps. Dans les 30 premières pages, Félibien, s'appuyant sur les préceptes énoncés par Poussin, montre les différents talents du peintre, dans la peinture d'histoire, dans l'allégorie, puis de la conception de l'histoire et le respect de l'antique. Les 50 pages suivantes sont en quelque sorte 2 conférences sur 2 tableaux de Poussin, une faite par Félibien, à propos d'Élisère et Rebecca, une autre reprise des conférences qui ont réellement eu lieu à l'Académie, sur la manne, Félibien faisant semblant de s'en souvenir peu à peu, et faisant ainsi revivre au lecteur cette pratique académique. Les 15 dernières pages soulignent l'universalité du peintre à travers l'antique et le thème du paysage, et finissent par un portrait moral de l'artiste, maître de soi-même. Avec les entretiens, c'est donc un nouveau récit de l'histoire de la peinture qui est mis en œuvre. Dans les Vitae de Vasari, l'Antiquité est laissée de côté, et cette histoire est vue comme un progrès continu à Florence, avec 3 époques dont le début est dû à 3 grands artistes, à des artistes florentins, Giotto, Masaccio, puis Raphaël. La découverte du rendu des volumes, Giotto, de la perspective, Masaccio, un style doux, universel, avec Raphaël, pour aboutir à un sommet, Michel-Ange. Chez Bellori, on aboutit déjà à une histoire cyclique, avec des hauts et des bas, et l'Antiquité est un sommet inatteignable de nouveau. Raphaël, creux au Moyen-Âge, sommet avec Raphaël, creux après avec le maniérisme, sommet avec Hannibal, descente de nouveau avec le Cavalier d'Arpin ou Caravage, et puis une remontée grâce au génie de Rome avec Poussin et Maraati. Félibien garde cette idée d'histoire cyclique. Un premier sommet, l'Antiquité, une chute au Moyen-Âge, un renouveau, une renaissance, Raphaël et Jules Romain, une chute avec le maniérisme, un renouveau avec Hannibal, chute avec Caravage et Poussin. Mais Poussin sublime ce récit. Il remonte aux sources de l'Antiquité et permet à la France de Louis XIV de dépasser, d'être au-dessus de l'histoire, d'être non seulement un roi absolu, mais un grand siècle absolu. La variété des registres d'entretien sur Poussin est impressionnante. Récit biographique, liste de tableaux, documents historiques, la lettre du roi, épitaphe en latin, citation de lettres
et de préceptes du maître, ekphrasis, discours théorique, intervention de Pimandre pour contredire Phélibien, vainement toujours, ou pour relancer le propos. Cette diversité permet au lecteur de se transporter à Rome, dans la maison de l'artiste, dans la grande galerie du Louvre, à écouter une conversation animée entre Fouquier et Poussin, ou à l'Académie, lors d'une conférence, mais aussi parfois seul en face des tableaux de Poussin. Elle permet de considérer toute l'étendue de sa vie et de son œuvre sans jamais s'ennuyer. On a justement souvent insisté sur la qualité dialogique du texte de Phélibien, qui permet de faire passer un entretien didactique dans le registre de la conversation mondaine, sans tomber dans la discussion érudite ni dans la pédanterie. Phélibien a reconnu ces deux modèles, le dialogue « S'il faut chercher qu'un jeune homme soit amoureux » de Sarrazin, 1656, ou le dialogue sur la lecture des vieux romans de Chaplin, encore manuscrit. Par la souplesse de la forme cultivée du dialogue, écho de pratiques salonnières, par l'urbanité de l'échange entre deux honnêtes hommes qui se promènent dans les lieux de la monarchie, du Louvre au jardin de Saint-Cloud, ou dans l'espace privé du cabinet, Phélibien s'oppose volontairement aux formes trop érudites, tant de l'idée de la perfection de la peinture, 1662, de Fréard de Chambray, qui se veut un traité prescriptif à destination des artistes et de leurs commanditaires, que du poème latin de Dufresnoy, De Arte Pictura, publié avec une traduction et des commentaires par Roger de Pile, dans une publication destinée à quelques amateurs, en 1668. La topique des entretiens est fondamentale. Elle a un triple but, encomiastique, pédagogique, diégétique. Encomiastique, Phélibien célèbre par les lieux du discours les réalisations de la monarchie. Les entretiens débutent au sein du Louvre, en face d'une maquette de la façade du palais du monarque, par la personne royale. Comme le roi, voulut il y a quelque temps que les plus savants architectes de son royaume examinassent un modèle qu'on a fait de tout le Louvre, afin d'avoir leur avis sur ce qui reste à bâtir pour le devant de ce superbe édifice. Le nom de l'auteur du modèle, probablement Bernin, que l'on sait avoir envoyé une maquette à cette date, est tu, au profit des savants architectes du royaume, et le roi devient ainsi l'octor de sa propre résidence, mais qui prend soin de recueillir l'avis des experts, comme Phélibien élabore un dialogue pour aboutir à un jugement sur la peinture. Célébrer Louis XIV comme Rex Architectus, c'était tout de suite insérer le monarque comme le continuateur des plus grands princes de l'Antiquité et placer le palais du Louvre au niveau des différentes merveilles du monde, des pyramides égyptiennes au jardin des Persépolis. Pédagogiquement, chaque entretien débute par une mise en scène et une indication topographique en lien avec le discours qui le porte et le soutiennent. L'entretien 5 a ainsi lieu au parc de Saint-Cloud et commence par une brève évocation des charmes de celui-ci, de ses couleurs et de sa vue, avant de débuter un discours sur la peinture vénitienne et l'art du paysage. L'entretien 6 débute aux Tuileries et une réflexion de Pimandre sur la diversité des mains permet à Phélibien de consacrer un discours au principe de la peinture, le costume, l'expression des passions qui permettent de juger, puis à Annibal Carrache, puisque Phélibien a emmené le lecteur de la galerie des ambassadeurs. Au contraire, c'est, je l'ai dit, dans le lieu le plus privé, son cabinet, que Phélibien dresse l'éloge d'un Poussin contre le Brun. Célèbre un peintre qui réussit à traiter de grands sujets dans des œuvres de médiocre dimension et su rester maître de lui-même et non céder aux sirènes de la gloire. Le lecteur accompagne ainsi les deux amis Phélibien et Pimandre dans leur déambulation et le rythme de leur retrouvailles. L'entretien 5, par exemple, où, devant la beauté de la nature, Phélibien s'était laissé aller à un éloge de la peinture vénitienne, se finit en carrosse, avec le retour à Paris, en compagnie d'un peintre Valère qui avait une inclination particulière pour l'école lombarde. La discussion redevient alors un enjeu de jugement, comme un débat à l'Académie, avec des crispations de position. Valère peintre
défend à tout prix le coloris, Félibien lettré l'importance des règles de la peinture d'histoire et du dessin. L'entretien suivant, revenant à l'échange entre Pimandre et Félibien, se tient cette fois-ci juste un jour après, devant les œuvres des peintres romains du XVIe siècle ou les copies d'Annibal Carràche, pour que le fil du discours reprenne son droit chemin. Félibien, enseignant à Pimandre les vertus de la peinture, sans plus de contradicteurs, dans le palais du roi. Ordonné dans sa topique, le texte de Félibien est également un discours structuré dans sa thématique. L'ordre du temps permet, on l'a vu, de montrer comment le siècle de Louis XIV peut effacer celui d'Auguste. Et les deux derniers entretiens, dédiés presque exclusivement aux peintres français actifs entre 1650 et 1670, sont un moyen de faire oublier les peintres anciens et incertains du premier entretien, de consacrer les modernes. L'ordre des biographies devient un processus pour traiter dans chaque entretien d'une partie de la peinture en lien avec un artiste célèbre. La convenance, dans l'entretien 2 avec Raphaël, le costume militaire, dans l'entretien 3 avec Jules Romain, le dessin, dans le 4 avec Michel-Ange, le coloris, dans le 5 avec Titien, les passions, dans le 6 avec Annibal Carràche, les traits du visage et le portrait, dans le 7e entretien avec Van Dyck. L'entretien 8, avec Poussin, on l'a vu, convoque toutes les parties de la peinture, dans une somme qui est bien plus que l'addition de celle-ci. À cette logique du récit ou du discours se superpose un autre ordre qui permet d'utiliser l'ouvrage sans le lire de part en part, l'ordre de l'index. Félibien, en effet, conscient des ressources de l'appareillage typographique ou éditorial mis au point par les libraires imprimeurs, le met à profit pour proposer une possible distant reading de son texte et visualiser les valeurs qu'il véhicule par des mots. Dans les pages, les petites capitales signalent l'introduction d'un nouvel artiste et des annotations dans la marge permettent de rappeler l'artiste traité ou de donner une date pour un fait historique. Surtout l'index, qui complète chaque volume, met en vedette les œuvres ou les artistes importants. Pour Poussin, plus de 20 tableaux sont ainsi référencés par l'outil très moderne du titre et rentrent dans l'histoire, alors que Raphaël n'a droit qu'à 5 titres. L'index devient ainsi un lieu de mémoire, de structuration et de hiérarchisation de l'information. Il est un véritable instrumentarium au service de la peinture moderne française. Mais le texte de Félibien n'est pas, contrairement à ce qui a été souvent écrit, prescriptif. Il constitue une mise en ordre, mais non une mise au pas de la peinture, car il est aussi le témoignage d'une expérience, une narration qui prend vie en face des œuvres, fait affleurer les émotions des souvenirs devant les beautés des tableaux et des fresques. Sa topique a l'avantage de replacer son auteur devant les œuvres et de faire renaître l'admiration pour les beautés que l'on y découvre, même si celles-ci sont peu conformes à la doctrine. Un des grands rivaux de Poussin à Rome, Pierre de Cortone, est considéré comme ni correct dans le dessin, ni savant pour les forces des expressions. Et on a vu qu'il est traité en passant après Poussin. Mais Félibien ne peut s'empêcher de se rappeler le plaisir qu'il eut à regarder le plafond Barberini, sans doute en compagnie de Cortone lui-même. Combien de fois avons-nous considéré dans Rome le salon du palais Barberin, où nous trouvions tant de grâce et de noblesse de la disposition des figures, tant d'agrément dans leurs attitudes et dans leurs airs de tête. Une si belle union dans les couleurs, et ce que les Italiens nomment vaghezza. Il s'anime ainsi, comme l'artiste en face de son œuvre. Quand il travaillait à de grands tableaux, la vivacité de son esprit et une émotion violente qui animait sa main et qui lui était comme naturelle l'échauffait et l'emportait hors de lui-même. Et Félibien reconnaît aisément la beauté de son imagination. De même, en face des tableaux de Véronèse aux Tuileries, Félibien en vient rapidement
à l'excuser de l'absence du costume et trouve que ces tableaux sont si merveilleux pour la beauté et la fraîcheur du coloris. Par cette parole sensible, entre souvenir et émotion, Félibien place l'œuvre au-dessus du discours, le plaisir de la vue au-dessus de la théorie, l'art au-dessus des préceptes, ou le je ne sais quoi au-dessus des règles. Dans la préface, Félibien affirme l'importance foncière de l'excellence du génie du peintre, supérieure au principe, car l'art de peinture ne consiste pas en des règles qu'on puisse enseigner, mais se découvre par la lumière de la raison, et où, quelquefois, il faut se conduire contre les règles ordinaires de l'art. Cette vérité, Félibien en a pris conscience dans l'atelier de Poussin, en passant à la pratique, en se mettant à peindre, et en apprenant des discours de Poussin, la vérité des choses sur la peinture, par une sensible démonstration. Apprendre la vérité des choses par une sensible démonstration, tel est le but des entretiens, qui prolongent à Paris cette leçon de Poussin, et dans lesquels Félibien rejoue, en quelque sorte, son apprentissage romain. Les 5 volumes des entretiens veulent donc bien établir une doctrine de l'art, mais ils sont aussi parcourus de contradictions, car ils démontrent que le génie du peintre peut briller au-dessus des règles. L'écriture des entretiens est en effet le geste d'un double réengagement dans un vécu, d'un double reenactment, celui de la démarche pratique, de la fabrique d'un tableau, celui de l'émotion sensible devant une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblé, sur la définition de la peinture de Maurice Denis. Une conception de la peinture peu éloignée de la seconde définition que donne Poussin est justement transmise par Félibien dans ses entretiens. Une imitation faite avec lignes et couleurs en quelques superficies de tout ce qui se voit sous le soleil. Sa fin est la délectation. Une définition, on le voit, beaucoup plus distante de la première définition de la peinture de Poussin, très traditionnelle, proférée dans le texte de Bellory. Une imitation des actions humaines qui sont dignes d'être imitées. En face de ce reenactment du geste, des émotions, de la dialectique vécue entre pratique et théorie, qui se joue dans l'écrit, il y a les 4 lecteurs possibles du texte. Le roi, les peintres, les amateurs, et Félibien lui-même. Laissons-lui la parole pour finir. J'écris donc pour contribuer de ma part au noble désir de Sa Majesté qui travaille incessamment pour la gloire de son État. J'écris pour l'honneur de cet art qui paraît aujourd'hui en France avec un nouveau lustre. J'écris pour la satisfaction des honnêtes gens qui sont bien aises de s'en instruire. Et j'écris pour moi-même qui prend plaisir dans l'entretien de tant de choses agréables et divertissantes. Je vous remercie.